Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie du docteur Louison Essomba, Eric Yombi, Jonathan Batengene et Marc-Anthony Akumbo. Marc-Anthony, je l'ai dit, le Premier ministre chef du gouvernement a fait une sortie le 5 mars dernier pour réactiver ces mesures de l'année dernière, du 17 mars. Entre autres, il avait interdit le regroupement de plus de 50 personnes. On a constaté que ce même jour-là, les spectacles étaient organisés à Douala, un peu partout, dans les boîtes de nuit. Aujourd'hui, 3 semaines après, c'est 3 semaines après qu'on vient implémenter une mesure du Premier ministre. That is the laxity in which we have in our nation, Mr. Sedge, where we make laws even, and when it comes to practicalizing those, putting those laws into practice, it becomes another issue. You do not expect that the minister's or prime minister's voice or whatsoever he came up with should be practically implemented immediately he speaks. Because there is a lot of laxity. And at times we call it whatsoever name, we say, call it, there's a name in French, tolérance administrative. That tolerance can lead to the death of a lot of persons. You see the wild wave of COVID around Cameroon right now. You start asking questions, but why should it happen like that when already we're supposed to be practicing those particular measures? And I think also in one way or the other, it is being promoted by our own leaders. Because you spoke like that. After the minister came out, there was a particular barrier that took place where the minister of... During that barrier, did we see people with respecting distance? Yes, was doing his removal of the cops. The question is, did you see any distances? Did you see people putting on face masks? If you look at that gathering, people were there, packed field. Go around Douala, look at the markets. Everywhere is packed field. Question. Question du marché là est un peu trop compliquée. Hein? It is complicated. So if we cannot, if we cannot respect this, on doit fermer les marchés. Qu'est-ce qu'on doit faire? Si on veut vraiment réussir à empêcher que les gens soient infectés, on doit vraiment fermer le marché. On utilise le supermarché. On utilise le supermarché. Et si on veut parler de Bayam Selam, on doit aussi créer une situation que les femmes doivent venir s'assembler, on crée la distance. Donc, le nombre de gens qui entrent dans un marché doit être, comment on dit, we are supposed to determine the number of women and persons that enter the market to buy. Not that we claim that we want to respect barrier measures and the measures, and then at the same time our markets are open, nightclubs are open. You talk of what I was just coming from Dokoti. You see the hold up that was there. You ask questions. How are we supposed to actually respect these barrier measures? At the end of the day, Serge, I will tell you, our government has a lot to do in order to be able to help this nation. But I will end up saying that each Cameroonian has a responsibility to protect himself, because if we have to depend on the government of Cameroon, we will all die, sincerely. Okay. So I call on all Cameroonians to respect these barrier measures and make sure that you put on your face mask. It's something you should be doing without asking. Somebody should not tell you to do that. You should make sure when you go where the crowds are, you should protect yourself. It's very important. Ok, Jonathan Batengene, comme je l'ai dit, c'est le 5 mars dernier que le Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Doctor Joseph Dion-Bouté, demandait comme ça que soit interdit. Il a même repris à 3 reprises cette notion d'interdiction de regroupement de plus de 50 personnes dans sa sortie. Il a martelé 3 fois. Comment comprendre que ce soit 3 semaines après, je dis, le même jour, des spectacles étaient organisés. Le lendemain, dans les nightclubs, les spectacles étaient organisés. Comment comprendre cette situation? Bon, c'est
tout à fait difficile à pratiquer au Cameroun. La question du confinement, déjà on sait que c'est presque impossible. Non, je parle de la décision des autorités 3 semaines après. Je prends dans la logique. La première expérience que nous avons connue en 2020 nous a montré les limites des décisions contraignantes. Le spectacle n'était pas organisé. Il n'y avait pas de spectacle. Mais dans notre contexte actuel... On est obligé d'organiser le spectacle. L'économie est presque... Non, on est obligé d'organiser le spectacle. On n'est pas obligé. Pourtant, il n'y a aucune subvention à la culture. Aucune. Comment vivent ces artistes depuis 2020? C'est la grande question. Qu'est-ce qui se passe? L'État n'a rien mis comme mesure d'accompagnement pour l'industrie culturelle. C'est la grande oubliée de la Covid dans notre contexte. On ne va pas parler du reste des secteurs. Et maintenant que c'est interdit, on a prévu quelque chose pour eux? C'est justement ça. C'est que même le ministre qui prend cette décision, il la prend presque au forceps. Il n'y a pas un cadre qui permet de dire que par secteur d'activité, on aurait pu gérer les acteurs qui exercent et qui permettent de respecter ces mesures véritablement. Que ce soit l'industrie du spectacle, l'industrie culturelle, c'est resté les oublier. On prend des mesures comme ça ne peut pas être respecté parce qu'il n'y a pas de mesures qui accompagnent. Ces acteurs sont laissés pour compte dans leur activité et donc ils se sentent parfois un peu obligés de violer ces règles pour s'en sortir. C'est quasiment la situation générale dans le pays avec les mesures contraignantes. C'est très difficile à appliquer. Éric Yambi, sur cette décision du gouverneur interdisant les spectacles. J'ai moi-même la chance d'être écrivain affilié à la Sociladra, qui est la société civile qui s'occupe évidemment de la gestion des droits des écrivains et autres. Je peux vous assurer que c'est déjà un chemin de croix que de vivre, j'ai envie de dire, n'est-ce pas, que d'attendre l'aide. J'appellerais ça aide parce qu'il n'y a pas de véritable mécanisme mis en place en temps normal de vivre évidemment des droits qui viendraient de cette institution. Imaginez dans une période de crise sanitaire, évidemment une crise comme celle-ci. Cette affaire du coronavirus est venue révéler évidemment, n'est-ce pas, les faiblesses de notre État, malheureusement. Et au-delà de ça, une mauvaise gestion caractérisée qui fait en sorte que les plus faibles ne sont pas pris en compte. Voyez-vous, il y a des entrepreneurs culturels au Cameroun, des gens qui vivent de l'organisation des spectacles. En clair, leur famille et tout le monde qui va avec attendent bien entendu que ceux-ci, à la fin du mois, apportent quelque chose pour bouillir la marmite. Lorsque vous privez quelqu'un de ses revenus, en réalité, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça la question. C'est bien beau. Il faut mettre en place un certain nombre de mesures pour faire barrage à cette pandémie. Nous sommes tous d'accord. Mais de manière logique, il serait important que l'État mette en place un certain nombre de mécanismes pour accompagner évidemment les personnes qui sont totalement touchées par cette pandémie. Alors à partir du moment où ces mécanismes d'accompagnement, ces subventions n'existent pas, la tentation évidemment ce serait de violer la loi. Ce serait ça la tentation. Bon maintenant, ils sont rappelés à l'ordre. La suite, what's next? Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ces personnes qui vont se retrouver démunies, un peu plus en difficulté, des loyers à payer? Parce que dans notre environnement, je ne pense pas que le bailleur va se poser la question, mais est-ce que tu aurais eu des prestations? Donc il y a toute une mécanique, toute une machine, un ensemble de problèmes allant avec. Et je pense que sur ce point, le Premier ministre n'a pas résolu grand-chose. Donc, ce serait facile de demander à des sacrifiés, d'accord, de s'offrir en holocauste pour le pays. Et puis après quoi? Ok, Dr Luizon Nsomba, on termine avec vous sur cette question. Ça, j'en ai autour. Regroupement de 50 personnes, plus de 50 personnes interdites. Bien entendu. Ça tombe sur première victime, entre guillemets, c'est les organisateurs de spectacles. Les 13 mesures qui avaient été prises lors de la première phase, que j'ai qualifiées ici comme des circulaires réglementaires, n'avaient jamais été annulées, n'avaient jamais été retirées. Nous avons vu ici qu'il y a eu un spectacle de Fally Ipupa
qui a été organisé, comment on appelle à Yaoundé, comment on l'appelle, voilà. Au stade. Madouala. Voilà, où il a eu près de 5 à 6 000 personnes qui étaient présentes à ce spectacle. Ça n'a pas été interdit. Après, il y a eu le spectacle d'Indira. Voilà, et les personnes des spectacles, ce sont surtout celui. Moi, je voudrais, vous savez, les Camerounais vont penser à une certaine discrimination, c'est-à-dire qu'on privilégie les artistes étrangers par rapport à eux, parce que c'est aussi de ça, c'est de là que la polémique est en train d'enfler. Parce qu'on venait de laisser un spectacle de Fally Ipupa, mais 3 semaines plus tard, 3 semaines plus tard, on interdit un spectacle de Petit Pays. Vous voyez donc, en réalité, le Camerounais artiste, qu'est-ce qu'il va penser? Il va penser que sur son propre territoire, on privilégie un étranger par rapport à lui qui est là. C'est donc le véritable problème qui sont posés. J'indique que les 13 mesures qui avaient été prises n'ont jamais été retirées de l'ordonnancement juridique. Donc, elles méritent toujours d'être observées. Alors, on ne peut plus rentrer dans cette logique de la tolérance administrative. Non, et surtout quand ça fait 2 poids 2 mesures où on vient privilégier un étranger sur un compatriote, un Camerounais. Ça fait extrêmement mal de le savoir, Serge Aloto. Nous révélons aujourd'hui que l'industrie musicale au Cameroun connaît des soucis. On peut même dire qu'elle est en crise. Mais c'est cette industrie qui permet de nourrir des familles. Alors, s'il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur, appliquons-la dans toute sa rigueur. Parce qu'on ne peut pas tolérer que certains font des spectacles et d'autres pas. Non, ça crée donc une application de 2 poids 2 mesures et cela donc peut exacerber ou peut radicaliser les artistes camerounais. J'aurais pu, vous avez posé la question, le Premier ministre a pris des mesures depuis longtemps, mais pourquoi on attend autant de temps? Et le ministre des Arts et de la Culture, je crois qu'avant même le ministre, devait monter sur le créneau parce qu'il est aussi chargé de l'application des lois. Quand on prend de telles circulaires réglementaires qui interdisent le fait qu'il y ait plus de 50 personnes, c'est le ministre des Arts et de la Culture qui devrait monter d'abord sur le créneau. C'est-à-dire qu'après la sortie du Premier ministre. Mais vous avez vu qu'il est resté... il était même le parrain du conseil de Fally Ipupa. Voilà, il était même le parrain de la cérémonie. Donc vous convenez avec moi que ça crée... C'est extrêmement grave ce que nous sommes en train de voir. Mais l'État doit revenir dans sa logique de l'État sanction au même pied que tout le monde. Parce que quand on fait déjà des discriminations, ça crée de sérieuses difficultés. Jonathan Batengene. I wanted to just... Oui, rapidement. Okay, I also wanted to say, you remember last time there was containers of rice that actually came in order to subvent individuals who want to stay in the house. The question is, where is that rice today? Is there any one of you who received any of it? I don't think so. So there is need that the Cameroon government should be able to make sure that to protect and preserve people, there should subvent people in one way or the other. And what was given for the people should be given to them. They shouldn't take it and preserve it for themselves, because I want to say that none of us, I have not received it. I don't think you have received it. I don't think anybody. We have been making sure we respect those rules. How many persons have the government been able to protect by giving them, say, sit in your houses? Okay. So those things, they should be able to work in subventions. Put subventions in order to protect the lives of people. Ok. Jonathan Batengene, vous disiez que les caciques ont eu le dessus. Les caciques ont eu raison. Cette décision de transfèrement du professeur Essanga Nyamding à Garoua. À Garoua, tout à fait. C'est l'affirmation parce que dans un contexte maintenant avec une lecture politique, on parle là des éléments du pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité de se faire obéir ou bien d'influencer les décisions d'autrui, oui, de telle sorte qu'ils agissent selon notre convenance. Et dans le cas d'espèce, il est question d'infléchir les positions du professeur Essanga Nyamding, notamment avec l'élément de subversion qu'il a introduit, c'est-à-dire le non-respect d'un élément de discipline qui avait été pris au niveau de la cellule de communication du RDPC. Il s'est posé comme étant celui qui devient le pilier de la subversion dans la cellule de communication, proposant un autre visage de personnes moins dociles. Or, quand on lit des auteurs qui parlent de l'action politique, il y a un ouvrage majeur, Surveiller et punir, qui est un ouvrage qui fonde même l'action des technologies de dressage des corps. Et le RDPC est là en train de voir mise en action une politique de dressage d'un corps, d'un individu, qui doit désormais penser tel que le parti l'entend, c'est ce qu'ils appellent la discipline du parti.
puisqu'il enfreint et qu'il enfreint cette discipline, qu'il se pose comme étant le déviant politique du RDPC, ils sont en train de lui dire, nous allons te traiter comme un déviant et nous allons te infliger un traitement digne des individus qui devraient rentrer dans les rangs. Le professeur Mesanga, malheureusement, est aussi l'acteur d'un marketing politique. Parce qu'il faudrait prendre cela en compte. C'est aujourd'hui, si le RDPC a gardé une certaine popularité auprès une sympathie dans l'opinion populaire, c'est à cause des individus comme Ateba Yene et le professeur Charlemagne Mesanga Nyamdi, parce que quand ils vont dans les médias, ils tiennent le discours du bas peuple, ils tiennent le discours même que certains opposants auraient pu tenir. Ils disent, ils dénoncent des réalités. Ils sont en fait les agents de la réforme de l'État au sein même du parti qui gouverne. Dans les pays où la démocratie libérale a pris son envol, c'est ce type d'acteurs qui participent âprement à la réforme du parti. D'ailleurs, quand il y a la réforme des grands textes du parti, c'est à eux qu'on confie ce genre de tâches, parce qu'on sait que les conservateurs, eux, vont rester sur les éléments de base. Et ici, malheureusement, le RDPC ne propose plus un visage marketing qui est attractif, parce que le message qu'ils sont en train de donner, c'est surtout à la jeunesse, la jeunesse qui serait flattée d'intégrer les rangs du RDPC. Cette jeunesse, le message qu'on leur passe, c'est qu'ici, il y a un code qui est déjà arrêté, il y a des barons qui sont inviolables, intouchables, il y a des dogmes qui sont institués, et tout individu qui voudrait transgresser ces dogmes sera effectivement traité comme un subversif et il sera mis au banc, s'il est dans l'administration, au banc de l'administration. S'il est dans la société comme avec l'opposition, il sera mis au banc de la société, là où les subversifs sont généralement relégués. Ok, Éric Yombi, le gouvernement RDPC use de cette méthode pour mettre les enseignants de l'université au pas. L'exemple Mesanga Nyamdi peut faire tache d'huile. Vous savez, la question de la chicotte politique utilisée par l'administration, ce n'est pas une question actuelle. On a évoqué non seulement les cas Maurice Kamto, mais il y a bien d'autres cas qui sont restés anodins, oui. Et des enseignants qui, n'appartenant pas forcément au monde de l'université, notamment au secondaire, ont été bien entendu punis. Mais ce qu'il faut relever ou alors en même temps rappeler par rapport à cette question de la punition politique à l'égard de certains universitaires, c'est tout simplement la question de la docilisation et le contexte. De plus en plus, je crois que nous assisterons à une sorte de durcissement des positions d'un certain nombre d'acteurs politiques du RDPC. Parce que nous nous acheminons évidemment vers une dispute politique, non seulement au sens de la présidentielle, mais bien entendu au sens de la question du Dauphinat. La question du Dauphinat n'est pas encore tranchée, même si c'est une question qui n'est pas exclusive au RDPC, ça se fait sentir déjà au SDF, c'est une question qui sera extrêmement difficile, évidemment, n'est-ce pas, à l'intérieur du RDPC. On peut même dire que la nuit des longs couteaux est déjà en train de, bien entendu, se préparer. Et ce qui se passe avec le cas Mesanga Nyamdi, malheureusement, c'est un aiguisement des couteaux parce que la nuit sera effectivement extrêmement sanglante. Elle sera sanglante parce que ceux que nous voyons, qui sont ceux qu'on peut appeler les bébés politiques du RDPC, Mesanga Nyamdi n'est qu'une voix. Il y a beaucoup d'autres à l'intérieur du RDPC qui ne se font pas entendre de manière médiatique comme lui, mais c'est une tendance qui existe. Et c'est une tendance qui est en train d'être tuée parce que le cas d'en face a décidé qu'eux, ils ne doivent pas exister. Pourtant, c'est eux qui portent, malheureusement ou heureusement, le flambeau du rajeunissement et du renouvellement du RDPC. C'est ça la vraie question. Et c'est ça l'enjeu. On essaye de taire Mesanga Nyamdi pour en réalité taire une tendance qu'il incarne. Parce qu'en réalité, en vue ou alors dans le rétroviseur, ce qu'on voit, c'est évidemment une jeunesse qui veut aussi attraper sa part. Parce qu'elle estime que ceux qui sont là, ils ont toujours eu avantages et privilèges et que ceux-là, les plus jeunes, en tout cas les autres, estiment que le moment est venu pour eux d'attraper aussi quelque chose d'un peu plus consistant qu'ils ne l'ont obtenu jusqu'ici. Voilà, Dr Louison Nsomba, je l'ai dit, Félix Abobala Congo, lui, on a arrêté ses activités du côté de Buea. Est-ce qu'on peut dire que le professeur Mesanga, lui, il est chanceux? Non,
À Bobala, je l'indiquais tout à l'heure, il y a des voies de recours. Il peut les engager. Nous sommes dans un état de droit. Ça va faire bientôt 1 an. Oui, bien entendu, il peut les engager. Nous sommes dans un état de droit. Mais s'agissant de Messanga Nyamdi, je voudrais faire un rapprochement ici entre le ministre de l'enseignement supérieur et Messanga Nyamdi. Ils ont toujours tenu le même langage. Quand vous suivez le ministre Famendongo, le professeur Famendongo dire à Ebolova, le Sud est un bastion imprenable. Le socle granitique. Le socle granitique du RDPC. Il a une créature. Alors vous suivez Messanga Nyamdi à Yabassi qui dit, ici à Yabassi, aucun opposant ne peut gagner le RDPC. Donc vous voyez que dans la posture politique, les deux ont un lien presque incestueux. Mais on arrive bien à se demander, mais qu'est-ce qui peut justifier comment dire, cette nomination, ce transfèrement de Messanga Nyamdi, surtout qu'on peut convoquer des éléments articulés sur le social et même sur la vulnérabilité. Messanga Nyamdi, les gens disent qu'il est malvoyant. Non, il ne voit pas. Il ne voit pas, ne serait-ce que sur un élément de vulnérabilité. Je pense que ce monsieur ne mérite pas d'être envoyé de ce côté-là. Et aussi, Messanga Nyamdi, c'est un chef traditionnel. Au même titre que le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jafamendo. Ça veut donc dire que, écoutez, ça, c'est intéressant. Un biaïste, l'autre ne l'est pas. Hein. Non, écoutez, l'autre, c'est la créature. Voilà. Et l'autre, c'est un biaïste. Ça veut dire qu'il se rejoint toujours. Il faut que les gens comprennent bien. Alors, comme chef traditionnel, ça fait quand même très mal d'éloigner un chef de sa chefferie. C'est-à-dire que c'est émasculant en réalité la chefferie. Donc, tous ces éléments sont développés en réalité pour indiquer que Messanga Nyamdi, c'est vrai, il doit répondre à un appel du besoin où ça se fait sentir, mais compte tenu de sa situation physique vulnérable, je pense à mon petit niveau que Messanga Nyamdi ne méritait pas d'être envoyé de ce côté-là. Parce que si c'est un autre qui est lucide, physiquement bien, là, il n'y a vraiment pas de problème. Mais docteur Luison Nsomba, dans l'entame de votre propos, vous avez dit qu'on peut envoyer, si l'université a besoin de la matière. C'est ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que je sors des considérations juridiques et même politiques pour entrer un peu dans la conception physique et même sociale. J'allais dire même sociétale de l'homme, parce que aujourd'hui, il ne faut pas l'ignorer. Messanga Nyamdi est reconnu être chef traditionnel. Voilà. Ça veut donc dire que dans le loin de ces sujets. Voilà, et vous voyez, on dit toujours le chef doit résider à la chefferie. Oui. Alors, en l'éloignant de ces sujets, ça avec ceux du nord-ouest et du sud-ouest. Bien entendu. On a demandé de rentrer. Bien entendu. Alors, c'est pour dire quoi, Serge, alors tout. C'est pour dire que la relation aujourd'hui dans le RDPC me rappelle un animal en forêt, dont j'ai oublié le nom, que quand cet animal se fâche... Le serpent Non, il y a un animal en forêt que quand il se fâche, il commande d'abord à manger ses propres enfants. J'ai ignoré le nom, ça devait faire plaisir aux autres pour essayer un peu de tracer l'image aujourd'hui. Vous savez, le RDPC venait de fêter c'est le 24 mars. Voilà, 36 ans d'existence, et je crois qu'il faut, à partir des actes comme cela, réfléchir. Et c'est le 24 mars que le professeur Messanga Nyamdi faisait la passation des services. Voilà, drôle de coïncidence. Hein. Alors, drôle de coïncidence. Donc, c'est pour dire que... Mais d'être à la fête, il était... Oui, mais on a vu ces photos. Je crois que Messanga Nyamdi était... on l'a vu dans une toge. Voilà, non, je ne l'ai pas vu en toge, je l'ai vu en costume. Je ne sais pas s'il avait déjà enlevé la toge. Il a mis la toge ce jour-là. Il avait des élans de fierté qui traduisaient que, en fait, il était content. Et autre chose, on a vu dans sa posture quelqu'un qui a certainement été abordé en des termes de conseil, où on a dû peut-être lui dire, ne fais pas le bras de fer avec l'État, ne fais pas le bras de fer avec ton ministre de l'enseignement supérieur, va prendre le service, qui sait, tu pourras rebondir de là et pour te retrouver un peu. Je me rappelle l'affaire à Daoudou, il était inspecteur des régies financières en Gaoundéré, il a été révoqué à 13 heures de ses fonctions et à 17 heures il est nommé ministre des Mines. Dans le cas Messanga Nyamdi pourrait s'arrimer à cela, il ne faudrait pas perdre de vue que le président de la République, le disait François Maté, reste une des personnalités les plus énigmatiques. Il regarde ce spectacle, je suis sûr ça l'amuse, mais quand il va faire bouger son encre, les choses ne seront plus les mêmes que l'on puisse le penser. Voilà, Mac Anthony, vous êtes habillé là comme un traditionnel roula. On a un peu oublié cet aspect-là. Un chef traditionnel dans le camp, you see, it is, on éloigne davantage de ces sujets. That's something that in Africa we should respect most, because in relation to our customs,
a chief or a traditional ruler resides in his palace. And I think that in relation to the customary laws of this same nation, if you are a chief or a traditional ruler, you shouldn't be far from your people. You should be with your people as an auxiliary to the administration in order to give them guidance in relation to the policies of the nation as well. So it is a little bit disturbing that Mr. Charles, Professor Charles, is being pushed out of his own camp area towards the north. But at the same time, we do not forget that he is a civil servant. Yes. Having accepted the position of a civil servant, To say anyway. we can be sent anywhere. Anyway, Of course. And when you are sent anywhere, you have the right to take on your responsibilities because you actually signed for it. And since you are not yet on retirement, I think you have to be able to follow it through. The only problem might be at the end of the day, if the reasons behind his appointment is actually punitive. If it is punitive, then it is not a good appointment. Like I earlier cited, he was the head of department in Eric. Yes. I think that if they are appointing him to Garua, they should also give him an opportunity not only to be a lecturer in the hall. Yes. He should also maybe start from where he was down there or even above. Maybe they could even make him the dean of the faculty. That could be better. So we have to look at it like that. What advantages go with his appointment to this new environment in relation to the advantages he was having when he was in Eric? Is it like where he has been appointed, he has more advantages? If not, we should be looking at that. He's a person that has been serving the nation in our higher institutions for a while. So his services had been of importance. And I think he has trained a lot of diplomats. And if that be the case, we should not just look down on people like that. Let's keep party politics aside and look at the civil servant. That is where my focus is. If party politics starts getting involved in civil service, it means that we are struggling to say every Cameroonian must become a member of the CPDM. And if you have to work in the civil service, you must be a member of the CPDM, which is wrong, because there are individuals who are supposed to be, in fact, with the merits they have, with the intellectual capacity they have, with the professional dimension and levels they have, they can work in this government without necessarily being part of the political party. And so how will you punish such a person who is not in your political party if in case he does something or says something against the government? Will you use political reasons to sanction a professional? No, that should not be the way it should be done. And so I think that when we are doing this analysis, we should be looking at this thing. Why should the government, or say academic barons, be punished because of political issues? Should their political party be a reason for him to be transferred? That is just a hypothesis. We are just saying it. We do not know whether he was appointed to the north for punitive reasons or he was appointed there because they want to send him to actually give some render service there. On va terminer avec, comme je l'ai dit dans mon propos introductif, Eric Yombi, vous êtes journaliste, c'est indépendant, il faut le préciser. Oui. Je l'ai dit, c'est un bon client que nous perdons. C'était ça aussi l'objectif? Oui, je pense que c'était l'opportunité pour les décideurs, évidemment, de l'éloigner du baromètre médiatique, si je dirais ça ainsi. Mais en même temps, nous restons dans un schéma qui est clair, c'est que le politique, évidemment, détient l'ascension
peut distribuer les bons et les mauvais points. C'est de ça dont il s'agit. Et il y a une mauvaise question que je vais poser, mais je vais la poser quand même. Si aujourd'hui, on s'offusque, ou alors on s'offusquerait du fait qu'il soit envoyé à Garoua, Ouais. est-ce que ça veut dire que la promotion qu'il a eue à l'URIC était aussi due au fait qu'il appartenait au RDPC? C'est une mauvaise question, mais qui a sa place aujourd'hui. C'est-à-dire les mécanismes de promotion ou alors d'ascension sociale dans nos sociétés. Est-ce que c'est une récompense qui vient du monde politique? Autant de questions. Vous voyez, nous n'avons pas épuisé la question aujourd'hui, mais nous sommes plutôt en train de constater de manière indiscutable qu'aujourd'hui, c'est le politique évidemment qui distribue les avantages et les privilèges. Vivement que nous en sortions. Ok. Jonathan Batengene, on éloigne là un bon client des médias. Tout à fait, mais parler d'éloignement dans un monde où la distance n'a plus de sens, Ça c'est... c'est quand même un Je peu... sais. Je sais pourquoi je pose la question. De manière physique, il a été éloigné, mais il peut rester tout à fait présent dans les médias, surtout qu'il y a les réseaux sociaux. Il peut être pris dans les émissions comme celle-ci par Skype, donc il va toujours communiquer. Vous avez... Non, il y a chaque fois tu reçois des gens ici qui sont aux États-Unis. Non, c'est pas ça. Oui, il y avait ça, mais c'est aussi... Ah, ils n'ont pas vu ce côté-là, c'est ça? Oui, vous savez, il y a quelque chose. Lorsqu'une décision passe sur des principes subjectifs, l'individu qui prend la décision parfois est dans la fougue de l'événement. Donc, il ne mesure pas tous les paramètres. Il s'assure juste que la conformité avec les textes soit respectée. Et puis, bon, le reste, il se dit, j'ai accompli. Mais aujourd'hui, on est dans un monde où l'outil informatique a réduit les distances. Donc, c'est même un acte insensé du point de vue d'éloignement avec les médias. Il peut produire des articles, il peut produire des communications, il peut même préenregistrer ses communications dans les médias. Ce sera toujours diffusé. Il peut être pris par téléphone à n'importe quel endroit. Donc, c'est une décision qui n'aura pas un poids du point de vue de sa présence médiatique. Mais par contre, vu comme une sanction, ça dénote d'un certain, d'un passéisme qui prévaut encore dans les réflexions au niveau de l'administration. Le Nord n'est pas un coin sur Mars. Oui. C'est le Cameroun. Affecter un fonctionnaire dans le Nord, c'est l'envoyer servir le Cameroun. Ce n'est pas le sanctionner. Il faut que les gens qui sont des décideurs arrêtent de raisonner comme ça. Nous sommes au Cameroun partout. Si vous travaillez dans le confort et le prestige à Yaoundé, avec de la climatisation, et que dans le Nord, peut-être vous ne facilitez pas la dotation en équipement de cette qualité-là, parce que vous estimez que ceux qui iront seront sanctionnés, mais c'est vraiment raisonner de manière un peu arriérée. Le Cameroun est le Cameroun partout où on s'y trouve. Okay. Donc le professeur, nous l'encourageons à aller à Garoua. Oui. D'ailleurs, il aura un accueil, parce que dites-vous une chose, hein, moi je connais un commandant de brigade qui a eu sa promotion parce qu'il servait dans le Nord. Tellement il a bien servi quand il était dans le Nord que les élites du Nord lui ont dit, tu as passé quand même 11 ans ici et on n'a jamais vu quelqu'un autant maîtriser la sécurité. Nous allons demander que tu reviennes en promotion dans le Sud. Donc, dans le Nord, s'il sert avec engouement, parce que là-bas, ils n'attendent que de voir nos frères du Nord être bien formés, si le professeur sert avec la même fougue, la même passion, le même zèle, nous sommes sûrs qu'en retour, le Nord va l'élever. Ok. Merci Eric Yombi. Merci. Permettez que je dise bonsoir à Biami qui est à Nivelles en Belgique, qui nous a suivis pendant tout le débat. Voilà. Merci Jonathan Batengene. C'est un plaisir. Thank you, Dr. McAnthony. It's my pleasure, Seychellen. It's an opportunity to be here and I'll always respond to it. Ok, I know. Merci, Dr. Isomba. Oui, merci. Il répond toujours aux invitations. Merci, Serge. Alors, je salue le couple Lille Palt et Lille Love qui regardent cette émission aussi. Voilà, merci. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette dernière de la semaine et qui nous soit. Bonsoir, on va dire bonsoir. Garoua.